À l'est de l'Afrique, l'Éthiopie est un haut plateau, grand comme 2 fois la France, partagé en 2 par la vallée du Rift. La capitale, Addis Abeba, s'étend au pied des montagnes, entre 2300 et 2500 mètres d'altitude. Ce qui frappe le voyageur en arrivant en Éthiopie, c'est l'activité permanente le long des routes. Les voitures y sont rares et les marcheurs innombrables. En descendant les collines d'Entoto, on traverse un marché dans les faubourgs de la capitale. Addis Abeba présente l'apparence désordonnée d'une grande ville africaine de 4 millions d'habitants. Le mercato est considéré comme le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique. Dans ces ruelles se succèdent les boutiques où tout se vend, se négocie et se recycle. Mais il est aussi réputé pour être le fief des pickpockets, des trousseurs de touristes. Au bas de Churchill Avenue se dresse la façade de la gare d'Addis Abeba, d'où partaient les trains à destination de Djibouti. L'exploitation de la ligne s'est interrompue il y a quelques années et une éventuelle reprise d'activité serait envisagée avec une compagnie italienne. Les quais ont conservé leurs panneaux d'origine en amharique, la langue éthiopienne, et en français. Les voyageurs étaient habitués à des retards de plusieurs heures. Un aiguillage rouille au milieu des herbes folles qui ont envahi les rails. Les réservoirs attendent en vain la locomotive. Les enfants du quartier jouent autour des carcasses de wagons. Sur le marchepied, une plaque témoigne de la construction des wagons dans les Hautes-Pyrénées. Le français est toujours resté la langue des cheminots éthiopiens. Sur les conditions est écrit en français et en américain. Je vous ai dit, à Paris, c'est pas d'ici on écrit. Parce que les bodyguards, les cadres de corps, ils parlent français. À cause de ça, ils se disent en Amérique. Mais les mécaniciens qui sont passés toujours, ils ont fait un trajet, c'était très spécial. Marche à vue. Pas Charles de Gaulle. Le général de Gaulle a visité la gare d'Addis en 1966, accompagné par l'empereur Haïlé Sélassié. Cette machine était construite par les établissements Campagne, situés rue de la Voûte, dans le 12e arrondissement de Paris. Avec leur banquette en bois, le confort de ces wagons de voyageurs était spartiate pour les longs trajets à 40 km/h. Le dépôt sert désormais de garage aux anciens cheminots. Le locotracteur était construit par les constructions ferroviaires et navales de l'Ouest, d'où son nom de Coferna. Il était équipé d'un moteur diesel de 6 cylindres qui développait 200 chevaux. Dans les bureaux, on retrouve partout le double affichage en amharique et en français. Dans l'atelier, la pointeuse provenait de Saint-Nicolas d'Aliermont, en Seine-Maritime. Le chemin de fer djibouto-éthiopien a fêté ses 100 ans en 1997. Le musée national expose des collections d'objets variés dans un ordre un peu confus. Au rez-de-chaussée, le trône d'Haïlé Sélassié semble bien imposant lorsqu'on se souvient de la taille de l'empereur. Les collections les plus intéressantes se situent au sous-sol, où le visiteur est accueilli par la célèbre Lucie. Une collection de crânes retrace l'évolution des hominidés, rappelant que l'Éthiopie est considérée comme le berceau de l'humanité.
Lors de sa découverte en 1974, dans la région de Lafare, ce squelette d'Australopithèque féminin fut baptisé Lucie. Vieux de 3 à 4 millions d'années, il était alors considéré comme le plus vieil hominidé connu. Le squelette de Lucie était complet à plus de 40%. Le musée expose aujourd'hui un moulage, les vestiges originaux ayant été loués pour une exposition qui parcourt les États-Unis pendant 6 ans. La découverte en 2001 de Toumaï, au nord du Tchad, a rallongé notre arbre généalogique en le faisant remonter à 7 millions d'années. À 350 km au nord d'Addis Abeba, le lac Tana est la plus vaste étendue d'eau d'Éthiopie. Avec ses 3500 km², il forme une véritable mer intérieure à 1800 mètres d'altitude. Après avoir embarqué sur le Fasilides, nous partons à la découverte des îles qui parsèment le lac. Le bateau est manœuvré par une barre à roues qui transmet la direction au gouvernail par un simple mécanisme de câble. Sur le lac, les habitants des îles, les Nagades, naviguent sur des tanquois, des pirogues de papyrus. Après 1 heure de navigation, nous accostons sur la péninsule de Zegwe. Les origines kenyanes du président Obama sont un motif de fierté pour toute l'Afrique. Il faut une journée de travail à 2 personnes pour fabriquer un tanquois, à partir d'une espèce endémique de papyrus. Ce chemin dans la forêt conduit à l'un des plus beaux sanctuaires religieux du lac Tana. Un lithophone de pierre sert de cloche pour appeler à la prière. Dans ce sanctuaire secondaire, un prêtre conserve des croix anciennes, caractéristiques de l'église orthodoxe éthiopienne. Sur cette croix du XIVe siècle sont représentés la Vierge Marie et l'enfant Jésus. À droite, l'archange Gabriel. À gauche, Saint Georges terrassant le dragon. La fondation de l'église du Rakidan Meret remonte au XIVe siècle, mais sa construction était largement remaniée au XVIIIe. L'église est construite selon un plan circulaire autour d'un chœur central appelé le Magdas. Cette porte, gardée par des anges, ouvre sur le Magdas. Seul le prêtre a le droit de pénétrer dans ce lieu saint qui abrite le Tabot, symbole des tables de la loi. Les scènes bibliques et historiques ont été peintes entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Les peintures autour du Magdas illustrent des scènes de la vie du Christ. Le prêtre de l'église range les sistres, un instrument de la famille des percussions utilisé lors des cérémonies religieuses. Le sistre est représenté sur les peintures qui entourent le Magdas. Selon la légende et l'histoire biblique, la tradition chrétienne de l'Éthiopie se rattache à des temps lointains. 1000 ans avant la venue du Christ, la reine de Saba, l'ancien nom de l'Éthiopie, rendit visite au roi Salomon à Jérusalem. Le roi s'éprit de la reine et de leurs amours naquit un fils qui devint roi d'Éthiopie sous le nom de Ménélik Ier. Il fonda la dynastie du lion de Juda, dont se réclamèrent les rois d'Éthiopie jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié. Ces tambours et ces bâtons de prière sont utilisés par les prêtres dans la liturgie éthiopienne. Après notre visite, nous réembarquons à bord du Fasilides pour rejoindre le sud du lac Tana. À une trentaine de kilomètres en aval du lac Tana, le village de Tississat connaît l'animation habituelle des agglomérations éthiopiennes. And give her something. Yeah, I see. Yeah, good picture. Who's coming? Okay, just you can take a picture. Nous sommes sur la rive sud du Nil Bleu, qui prend sa source dans le lac Tana. Après avoir formé une boucle en Éthiopie, le fleuve remontera vers l'ouest à travers le Soudan, où il rejoindra le Nil Blanc à Khartoum pour former le Nil. Les jeunes de Tississat gagnent quelques beurres, la monnaie locale, en débarquant la récolte de canne à sucre.
Avec cette barque, nous allons traverser le Nil bleu pour rejoindre la rive nord. Après quelques minutes de marche, le long de la rive nord, nous parvenons aux chutes du Nil. Elles sont longues de 400 mètres sur 45 mètres de haut. Les chutes sont nues sur les 3/4 de leur largeur, car le débit du fleuve est désormais régulé par un barrage plus en amont. Le nom du site, Tississat, signifie « eau qui fume ». Sur les rives du fleuve, la végétation est riche et nous commençons à découvrir des paysages bien éloignés de ceux que l'on imagine généralement en Éthiopie. En fin de journée, nous retraversons le Nil avant de rejoindre la ville de Bahar Dar. L'agriculture est la principale ressource de l'Éthiopie. Elle emploie à elle seule 80% de la population. Les terres sont fertiles, mais la mécanisation est rare et les méthodes restent ancestrales. Dès leur plus jeune âge, les garçons portent sur leurs épaules le bâton traditionnel des paysans éthiopiens. Recouvertes de tôle ondulée, ces maisons sont faites de torchis plaqués sur une armature de bois. Sur la route de Gondar, au nord du lac Tana, la petite ville de Wereta est un carrefour animé. Tout au long du parcours se succèdent des paysages de champs cultivés, céréales, colza, pommes de terre. Dans ce pays très religieux, ce piton rocheux ne pouvait que s'appeler le doigt de Dieu. Une rencontre impressionnante avec ce paysan qui porte sa serpe
fiché sur son crâne. Un peu plus loin, cet enfant s'exerce au maniement de la fronde. Pour séparer le grain de la paille, le battage est encore pratiqué, selon la méthode ancestrale du foulage par les bœufs. À 750 km d'Addis Abeba, Gondar est l'agglomération la plus importante du nord-ouest de l'Éthiopie. 120 000 habitants vivent aujourd'hui dans cette ville qui a conservé de nombreux vestiges d'un riche passé. C'est sous le règne de Fasilides, dans la première moitié du XVIIe siècle, que Gondar, petite cité sans importance, devint la capitale du royaume. La cité royale regroupe un ensemble de bâtiments bâtis en pierre et en mortier, selon des techniques introduites dans le pays par les Portugais. Le château de Fasilides est l'édifice le plus impressionnant de la cité royale. Il traduit la volonté du roi de marquer sa puissance avec cette architecture crénelée, fortifiée de 4 tours d'angle et dominée par sa vigie carrée. Quand on pénètre à l'intérieur, la salle de réception est divisée en 2 parties, l'une réservée aux hommes et l'autre aux femmes. Le palais d'Ieyasu Ier aurait été un lieu de débauche. Mais la décoration de ce château était la plus somptueuse de tous, et le médecin personnel de Louis XIV, qui le visita, en décrivit la décoration fastueuse et le riche mobilier. Le palais de David a été construit par l'un des fils d'Ieyasu au début du XVIIIe siècle. De part et d'autre de cette cour, le château de Bakafa. Le château de la reine Mentewab fait aujourd'hui office de bibliothèque et de salle d'exposition. Non loin de la cité royale, ce pavillon était entouré d'un grand bassin. Il s'agissait du lieu de détente favori des rois de Gondar, les bains de Fasilides, où l'on donnait des fêtes somptueuses. En janvier se déroule ici la fête du Timkat, à la fin de laquelle, pour célébrer le baptême du Christ, les jeunes de la ville se jettent dans le bassin, rempli d'eau pour l'occasion. Une troupe de vautours s'est installée sur un arbre qui surplombe le plus beau sanctuaire de Gondar. L'église de Debre Biran Selassie a été bâtie sur cette colline au début du XIXe siècle, sur les ruines d'un sanctuaire plus ancien. Son nom signifie la Trinité sur le mont de lumière. À l'extérieur, les prêtres en conciliabule tendent leur croix sacrée à la dévotion d'un jeune fidèle. L'église possède un toit en saillie soutenu par des piliers. À l'intérieur, la salle de prière est très faiblement éclairée. La riche décoration, peinte par Baïla Maskal, fait de cette église l'une des plus célèbres d'Éthiopie. On y découvre des scènes de procession royale.
des batailles. Saint Georges, monté sur son cheval blanc, transperce le dragon. La figuration du Christ en croix est surplombée par la Sainte Trinité. Aux côtés du Christ sont représentés les deux larrons. Entre les poutres du plafond de bois sont figurés les visages de 80 anges protecteurs dont les regards semblent suivre le visiteur. Ce matin, nous sommes en route vers le massif du Simienne. Cette traversée d'un village est un bon exemple de ce que l'on peut rencontrer sur les routes d'Éthiopie, sur lesquelles circulent très peu de véhicules, à l'exception de quelques camions. À mesure que l'on progresse vers le nord, l'altitude du plateau s'élève pour atteindre les 3000 mètres. Ces hautes terres sont cultivées et partout se succèdent les scènes agricoles. Ici, le battage. Là, le labourage, dans lequel les chevaux ont remplacé les bœufs. La petite ville de Débarque est la dernière étape avant d'aborder le massif du Simienne. C'est le point de rencontre le plus important des populations de la région. Quelques hôtels modestes accueillent les voyageurs qui partent en excursion dans le parc national. Au bar, l'excellent café éthiopien est préparé sur un petit fourneau alimenté au charbon de bois. Le massif du Simienne se situe à une altitude moyenne de 3300 mètres. Le haut plateau du Simienne est bordé au nord et à l'ouest par un impressionnant canyon de 60 km de long. Get a coffee and the paper, have my own conversations. Un parc national a été créé dans le Simienne en 1969 pour protéger cet environnement unique et les animaux qui peuplent le massif, tels ces babouins Gueladas. Le babouin Guelada est endémique du Simienne.
Le mâle est reconnaissable à la crinière qui lui recouvre la tête et les épaules. You have a heavy heart. I can feel it when we kiss. Grâce à leur pouce opposable, les Geladas cueillent l'herbe qui constitue l'essentiel de leur nourriture. Ils mangent aussi des fruits à l'occasion, et lorsque la verdure ou les graines manquent, les singes creusent la terre de leurs ongles puissants pour en extraire des racines. Les Geladas vivent ici en bande de 100 à 200 individus. Chaque mâle adulte a un harem de 3 à 5 femelles, et plusieurs harems constituent une tribu qui progresse en bande à la recherche de sa nourriture. Evening by the morning won't exist. C'est sur la vigilance et l'agressivité du mâle Gelada que repose la sécurité du harem. Il se dépense beaucoup pour conquérir un pouvoir aussi fragile qu'épuisant. Les femelles portent sur la poitrine une tache en forme de cœur qui rougit à la saison des amours. Cela leur a valu le surnom de babouin au cœur qui saigne. You just keep going to the bathroom. I say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid. I think you got it bad. Les petits babouins jouent entre eux, ou comme ici recherchent ce qu'il pourrait bien y avoir à manger dans le crottin de cheval. By the morning, such a drag. Les femelles s'attachent surtout à leurs petits. Elles sont très liées entre elles, et le moment venu, elles n'hésiteront pas à quitter le vieux chef pour un plus jeune. Bien que non listée comme une espèce en danger, on ne compte aujourd'hui qu'environ 60 000 babouins Geladas. We might die from medication, but we should kill all the pain. What was normal in the evening by the morning seems insane. And I'm not sure. Les montagnes du Simien forment le relief le plus escarpé du continent africain. Avec des gorges profondes de plus de 1500 mètres, ce paysage est souvent comparé au Grand Canyon américain. Away, but the feeling that never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight by the morning. Ce corbeau, dont la tête est surmontée d'une tache blanche, vit dans les montagnes d'Afrique orientale et australe, où il dort parmi les rochers. Il parcourt de grandes distances entre ses lieux de repos et les plaines où il cherche sa nourriture. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight. It was so simple in the moonlight. Avant,
Samy nous conduit sur les pistes poussiéreuses des hauts plateaux. La population qui habite cette région est principalement composée d'Amara. Les conditions de vie à cette altitude sont rudes et les habitants subsistent grâce à l'agriculture et à l'élevage. Nous redescendons progressivement du Simienne en direction de la Libella. Au pied de ce rocher au vautour, comme dans toute la région, les champs s'étagent en terrasses cultivées tout au long de pentes entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Dans ce village, les maisons sont faites d'une armature de poteaux de bois recouverte de torchis. Le toit de tôle ondulé amplifie la température extérieure. Notre présence fait accourir les enfants de tous les coins du village. À l'extérieur de l'habitation, une hutte sert de cuisine pour protéger la maison du risque d'incendie. Dans la pièce principale à l'intérieur de la maison, aucun meuble. Dans un angle, une pièce fermée semble être le lieu d'habitation. Le puits est le lieu de rassemblement du village. Comme souvent, c'est aux femmes qu'incombe la lourde tâche de rapporter l'eau. Sur ces routes en travaux depuis des années, le croisement entre un bus et un camion peut s'avérer délicat. Dans cette menuiserie, les lits sont fabriqués selon des méthodes très artisanales. Ce soudeur n'est protégé que par des lunettes de soleil et un morceau de tissu. Au bout de cette vallée, une piste de 80 km va nous conduire dans la ville historique de la Libella. Cette région est parsemée de villages de cases, regroupant quelques familles. Ici, le feu brûle à l'intérieur de la hutte pour apporter de la chaleur au lieu d'habitation.
La hutte est construite sur un soubassement de pierre, surmonté de poteaux de bois à claire-voie. Des galettes sèchent sous le toit. Sur la colline, des Kelao cherchent leur nourriture. Cet oiseau, qu'on appelle aussi bucorve d'Abyssinie, a la taille d'un dindon. Les mâles sont reconnaissables à la peau rouge qui orne leur cou. Chez les femelles, cette peau est bleue. Le bucorve consomme des insectes, des petites tortues ou des lézards. Et s'il trouve un serpent, les oiseaux unissent leurs efforts jusqu'à ce qu'ils viennent à bout du reptile. Située à 2600 mètres d'altitude, dans la région du Wollo, la petite ville de Lalibela est sacrée pour la population chrétienne. Au XIIe siècle, le roi Lalibela décida de construire 12 sanctuaires taillés dans le tuf volcanique. Désormais classées au patrimoine mondial, les églises de Lalibela sont protégées de l'érosion par des superstructures de métal et de toile. Beta Medan Alem, l'église du Sauveur du monde, est la plus grande construction du complexe religieux. L'église a été creusée dans une fosse de 40 mètres de long, en légère pente pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Les piliers de pierre, qui datent d'une restauration par les Italiens, ne respectent malheureusement pas le caractère monolithe de l'église originelle. Le baptistère était creusé à l'extérieur de l'église. Des ouvriers nettoient à la brosse les parois qui se sont couvertes de mousse pendant la saison des pluies. Le travail des constructeurs débutait par le percement d'une tranchée qui isolait le bloc dans lequel serait taillée l'église. La taille du monument était ensuite effectuée de haut en bas, le bloc étant peu à peu dégrossi pour y percer des fenêtres, dont les plus grandes permettaient ensuite de poursuivre la taille de l'église à l'intérieur du bloc de tuf. Les murs de Beta Medan Alem font 2 mètres d'épaisseur, ce qui réduit la dimension intérieure de l'église. Elle est divisée en 5 nefs par 28 piliers. Au fond de l'église, le Saint des Saints est marqué par un rideau rouge. Le prêtre présente la croix sacrée, que Fitsum, notre guide, embrasse avec dévotion. Par ce tunnel, on parvient aux autres sanctuaires du groupe Nord. Beit HaMaskal, l'église de la Croix, est taillée en longueur, dans la masse de tuf. Monumbe faniba ma sola ubita
Les églises de la Libella ne sont pas des musées. Elles demeurent, aujourd'hui encore, des lieux de culte. Le prêtre de Beit Hamaskal présente la croix sacrée de son église. L'obscurité des sanctuaires serait responsable de la cécité de plusieurs prêtres de la Libella. On dit que Beta Mariam, l'église de Marie, aurait été la préférée du roi Lalibela. Beta Mariam possède la décoration intérieure la plus riche de toutes les églises de la Libella. Les croix sont fabriquées selon la technique de la cire perdue, qui ne permet pas la réutilisation du moule. Chaque pièce est donc unique. Le plafond et les murs de Beta Mariam sont ornés de fresques peintes à différentes époques. On reconnaît des scènes de l'Ancien Testament, telle cette fuite en Égypte. Dans l'église de Beta Denagel, le prêtre présente une très belle croix ouvragée dans le style d'Aksum. Le petit sanctuaire est dédié aux Vierges martyrisées à Édesse au IVe siècle. Beta d'Abracina est l'église du mont Sinaï. Devant l'entrée se tient le gardien des chaussures. Le roi Lalibela est représenté sur cette peinture sur toile. Dans la paroi nord, une porte s'ouvre sur le sanctuaire des Golgotha, qui donne accès au tombeau du roi, où seuls les prêtres peuvent pénétrer. Le sanctuaire abrite des sculptures en bas-relief, très rares dans les églises d'Éthiopie. L'identité de ces personnages, qui portent des croix et des livres de prière, reste discutée, car les inscriptions sont bien postérieures à ces sculptures.
L'église du Mont Sinaï est construite sur une plateforme dont on fait le tour sur 3 côtés. Ce bloc monolithe, qu'on appelle le tombeau d'Adam, était en fait l'entrée principale du groupe d'églises situé au nord du Jourdain. Sur sa terrasse de grès rose, un peu à l'écart des autres sanctuaires, Beta Georgis est le monument le plus spectaculaire de Lalibela. On voit nettement ici la façon dont l'église monolithe a été creusée dans un bloc rocheux. La maison de Saint-Georges est creusée en forme de croix grecque, dans une fosse profonde d'une douzaine de mètres. Le toit est sculpté de croix, imbriquées les unes dans les autres. Des gouttières permettent l'évacuation des eaux de pluie. Cette tranchée latérale, creusée dans le grès, conduit au sanctuaire. Par la porte principale, située à l'ouest, on pénètre dans l'église, creusée en forme de croix grecque, sans aucun pilier. De part et d'autre du prêtre, des représentations de Saint Georges, à qui le sanctuaire est dédié. De par sa situation isolée, un peu à l'écart du village, la maison de Saint-Georges serait un sanctuaire construit plus tardivement que les autres monuments. La légende rapporte que le roi Lalibela aurait décidé de sa construction après que Saint-Georges lui soit apparu sur cette colline. À quelques centaines de mètres se tient le marché le plus important de la région. Les paysans viennent ici vendre leur bétail. Dans cette partie du marché, on achète et on vend les céréales. L'orge, le blé, le sorgho et le teff, une plante endémique de l'Éthiopie, dont les graines de très petite taille en font une céréale bien adaptée au mode de vie semi-nomade. Le teff est l'ingrédient de l'injera, une galette qui constitue l'une des nourritures de base de l'Éthiopie. Dans cette allée, on vend les feuilles de houblon. À la sortie du marché, ce prêtre peint sur du cuir des figures religieuses. Son chant est destiné aux jeunes disciples qui en lisent les paroles.
Ce ruisseau creusé dans le grès figure le Jourdain de la Terre Sainte. En le franchissant, on parvient au groupe des sanctuaires du Sud. Avec leur architecture fortifiée, les fossés qui les entouraient et les tunnels secrets qui les reliaient, la plupart de ces bâtiments n'étaient sans doute pas des églises. Il devait s'agir de palais qui furent plus tard transformés en sanctuaires religieux. Fitsum nous attend à l'intérieur de Beta Gabriel. Le prêtre nous présente la croix sacrée dans le style caractéristique de la libella. La petite croix du haut figure le Christ entouré des apôtres. Dans cette salle latérale, il est possible qu'on ait remisé autrefois des objets précieux, ce qui pourrait expliquer le fossé infranchissable creusé devant Beta Gabriel. Ce bâtiment était relié au sanctuaire par des tunnels. On pense qu'il s'agissait du Bethléem. Dans ce local, les prêtres cuisaient le pain et préparaient le vin pour l'Eucharistie, célébrée dans les différents lieux de culte. Beta Mercurios a été récemment restauré et l'effondrement d'une partie du toit a créé cette cour devant l'église. La partie restée intacte a été réouverte au culte, même si ce bâtiment n'était sans doute pas un sanctuaire religieux à l'origine. Sur ce pilier, une fresque du XVe siècle figure les rois mages. La tradition locale y voit représenté au centre le roi Lalibela. Beta Emmanuel est la principale église monolithe du groupe Sud. Son architecture rappelle les monuments de la ville d'Aksum, située plus au nord, en Éthiopie. La maison d'Emmanuel aurait été la chapelle ou bien la résidence privée du roi Lalibela. Le toit de Beta Abba Libanos est resté enchâssé dans le rocher et sa fragilité a nécessité d'importants travaux de restauration. Le soir venu, nous retournons à l'église de Beta Mariam, devant laquelle se déroule une cérémonie religieuse qui rassemble les prêtres de la région. La cérémonie célèbre la fuite en Égypte. Elle est présidée par l'évêque de Lalibela. Les chants sont rythmés par le battement des tambours et le tintement des sistres. La fuite en Égypte est cet épisode de la Bible où le roi Hérode Ier,
qui avait appris des mages venus d'Orient la naissance à Bethléem du roi des Juifs, envoya tuer tous les enfants de la ville de moins de 2 ans. Mais Joseph, prévenu par un songe, s'enfuit avec Marie et l'enfant Jésus en Égypte. À la mort d'Hérode, Joseph s'installa avec sa famille à Nazareth, en Galilée. Progressivement, le rythme s'accélère alors que débute la danse des grands prêtres. Elle est scandée par les claquements des mains des femmes qui sont placées un peu en retrait. Les prières et les chants dureront toute la nuit pour ne cesser qu'au lever du jour avec la première messe. ملك